On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ce pilote aura pour but de vous informer sur certains sujets et pour d'autres de conforter votre vision. En faisant la lecture de certains ouvrages, vous pourrez entrevoir la vision du monde qui n'est pas le vôtre. Vous trouverez quelques liens importants dans le descriptif en dessous des vidéos que vous aurez chaque semaine. Trop de gens ne voient rien. Trop de gens ne comprennent rien. À travers ce miroir, enlève ce voile qui t'empêche de voir. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, comme promis, je vais faire la lecture du livre jaune numéro 2, La guerre des francs-maçons, aux éditions Louise Courteau, de l'auteur Jeanne Van Delsin. Introduction. Les hommes d'État de ce siècle ne traitent pas seulement avec les gouvernements, des empereurs, des rois et des ministres, il y a les sociétés secrètes à qui ils doivent rendre des comptes. Ces sociétés sont capables de faire capoter tous les arrangements politiques. Benjamin Disraeli, premier comte de Beaconsfield, le 12 septembre 1876. Cette affirmation, cher lecteur, ne vient pas de moi, ni d'autres théoriciens du complot, mais d'un praticien du complot, l'ancien Premier ministre britannique Benjamin Disraeli, au grade de la maçonnerie. Que veut-il dire par là ? Ok, nous savons que les complots ont toujours existé et qu'ils existeront toujours. Otto von Bismarck, premier chancelier fédéral d'Allemagne, disait « On ne ment jamais autant qu'avant une élection que pendant une guerre et qu'au cours d'une partie de chasse. Les préparatifs de guerre et le trafic de drogue ou d'armes ainsi que l'achat d'entreprises avec délit d'initié ne datent pas d'hier. L'opération Mockingbird de la CIA, entreprise à la fin des années 1940, qui avait pour but d'infiltrer les médias en vue de favoriser les intérêts de la CIA, est un bon exemple. Il s'agit en général de complots de petite envergure. Les attentats du 11 septembre 2001 revêtent plus d'importance vu leurs répercussions dans le monde entier, particulièrement les lois qui en découlent en ce qui concerne le contrôle et la surveillance des individus. Beaucoup de gens ont écrit là-dessus, mais on ne les a pas pris au sérieux. Les magazines de société commençaient seulement en 2010 à traiter le sujet de façon plus critique. L'existence des sociétés secrètes n'est plus un secret. Nous allons parler dans ces pages d'une conspiration mondiale au plus haut niveau des États qui a vu le jour il y a un siècle et qui est en train de réussir et de s'imposer maintenant. Pensez-vous qu'un tel complot avec des ramifications mondiales soit réellement possible ? Winston Churchill, un franc-maçon de haut grade, en était intimement persuadé. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir qu'un grand projet se construit sur Terre et que nous sommes les porteurs d'eau fidèles qui contribuent à sa réalisation. Mais de quoi s'agit-il ? Quel est le but à atteindre ? Paul Warburg, un des fondateurs de la Réserve des États-Unis, la Federal Reserve ou Fed, en a parlé ouvertement. Nous aurons un gouvernement mondial que nous le voulions ou non. La seule inconnue est de savoir s'il s'imposera avec l'assentiment de l'humanité ou s'il sera contraint de prendre le pouvoir par la force. Ce projet porte un nom, le Nouvel Ordre mondial. Ce nouvel ordre se caractérisera par un gouvernement mondial unifié, une monnaie unique et une seule religion, une police, une cour de justice et une armée mondiale, et selon ses initiateurs par une paix durable dans le monde. Ce qui en soi est une bonne idée, n'est-ce pas ? Nahum Goldman, fondateur et président du Congrès juif mondial, et puis président de l'Organisation mondiale sioniste de 1956 à 1968, en parlait dans son pamphlet paru en 1915.
On peut résumer le sens et la mission historique de notre époque en une phrase. Elle doit instituer un nouvel ordre de l'humanité civilisée, un lieu et place du système de société actuel qui doit être détruit. Il faut d'abord faire disparaître les étiquettes, les barrières, toutes les frontières et porter une attention égale à disséquer chaque constituant du système. Ensuite, nous pourrions mettre en place le nouvel agencement de ces éléments. Notre premier devoir consiste donc à détruire les couches sociales et les réseaux qui ont contribué à établir l'ancien système, à déraciner les individus de leur environnement habituel. Aucune tradition ne sera plus sacrée. L'âge sera le seul baromètre de la maladie. Tout ce qui a été doit disparaître. Les forces négatives de notre époque sont le capitalisme dans le domaine socio-économique et la démocratie dans le domaine politique. Nous savons tout ce qu'ils ont réalisé et nous savons que leur objectif ultime n'est pas encore atteint. Le capitalisme combat l'économie traditionnelle, la démocratie lutte contre les forces réactionnaires. C'est l'esprit militaire qui y mettra un terme. Son principe d'uniformisation soutiendra le travail négatif de l'époque. Quand tous les membres de notre culture seront les soldats de notre système culturel, nous résoudrons le problème. Nous aurons ensuite à faire face à un problème plus sérieux, l'élaboration du nouvel ordre. Les membres qui ont perdu leurs racines et qui œuvrent de façon anarchique doivent être intégrés dans de nouvelles catégories et formes sociales. Nous devons ériger un nouveau système hiérarchique pyramidal. Vous ne croyez pas que ces personnes aspirent réellement à une domination du monde, quelles qu'en soient les péripéties, que ce projet est une utopie et qu'il restera à l'état de rêve? Henry Kissinger, un des meilleurs éléments de cette élite, est convaincu que l'objectif sera atteint. Quand on lui demande à quoi ressemblera l'avenir, il répond: tout sera différent, beaucoup de gens souffriront. Le nouvel ordre mondial verra le jour, ceux qui survivront auront une vie meilleure. À long terme, la vie va s'améliorer. Le monde que nous avons imaginé deviendra réalité. Même le pape Paul VI, dans une homélie le 17 juin 1965, parlait à ses brebis de ce plan miraculeux. Nous devrions élaborer un État à l'échelle mondiale et une société nouvelle, idéale. Nous savons que l'humanité, dans sa diversité, s'engagera dans la construction de cet édifice impressionnant et que les progrès seront significatifs. Ils seront dignes d'admiration et de soutien. Jean-Paul II, dont nous révélerons certains aspects surprenants de la mission, tenait le même genre de discours. Il a lancé un appel à l'instauration d'un nouvel ordre social international qui puisse garantir la paix, la justice et le respect de la dignité humaine. L'unicité de l'espèce humaine exige un tel ordre, expliquait-il lors d'une audience devant un groupe de parlementaires britanniques à Castel Gandolfo, et une collaboration bienveillante entre les peuples est un impératif dans un monde de plus en plus interdépendant. Le Saint-Siège a toujours encouragé une telle collaboration parmi la communauté internationale. C'est un groupe de francs-maçons américains, Herbert Haggard et ses collaborateurs, qui enfonce le clou dans un livre paru en 1940, The City of Man, A Declaration on the World Democracy, La Cité de l'Homme, une déclaration statutaire de démocratie mondiale. Tous les États doivent se soumettre aux lois d'un État mondialisé. Si la paix doit régner un jour dans le monde, une paix planétaire n'est possible qu'avec l'unification de l'humanité dans un seul gouvernement et une loi unique. Vous pensez que ce n'est pas crédible? Nous sommes sur le point d'y arriver. Je dirais même que nous voilà en plein dedans. Il ne manque plus que de menus détails à régler. La vision de l'idéal des planificateurs est gravée sur les Georgia Guidestones, un monolithe constitué de 6 blocs de granit érigés sur une colline près d'Elberton en Géorgie, aux États-Unis. Construit par la firme Elberton Granite Finishing Company à compter de juin 1978, sur commande d'un anonyme s'étant présenté sous le nom de R.C. Christian, sa disposition rappelle l'alignement de pierres du site de Stonehenge en Angleterre. Le monument affiche un message, des principes et des objectifs gravés en 8 langues modernes: anglais, espagnol, swahili, hébreu, arabe, hindi, chinois et russe.
En voici la traduction française. Maintient l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guide la reproduction intelligemment en améliorant la condition physique et la diversité. Unit l'humanité avec une nouvelle langue mondiale, traite la passion, la foi, la tradition et toutes les autres choses avec modération, protège les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables, que les nations règlent leurs problèmes internes et les autres devant un tribunal mondial, évite les lois et les fonctionnaires inutiles, équilibre les droits individuels et les devoirs sociaux, fait primer la vérité, la beauté, l'amour en cherchant l'harmonie avec l'infini, ne soit pas un cancer pour la terre, laisse une place à la nature. À côté de ce monument se trouve une autre pierre de granit sur laquelle on a inscrit les renseignements sur la taille, le poids et la disposition astronomique de la construction. On y trouve la date de l'érection, le 22 mars 1980, et une description des commanditaires. Un petit groupe d'Américains dont le but est l'avènement de l'âge de raison. L'inscription mentionne une capsule temporelle enterrée dans le sol. Il n'y a pas de détails sur la date à laquelle on l'a enterrée, ni sur le moment où le contenu doit être révélé. Seule une inscription supplémentaire formule ce vœu, que ces pierres montrent le chemin vers un âge de raison. On y retrouve donc les mêmes objectifs vers un avenir globalisé, une sorte de religion mondiale, une cour de justice et une seule langue pour le monde entier. L'humanité y est stigmatisée comme une tumeur cancéreuse qu'on doit restreindre à 500 millions d'individus pour maintenir un équilibre avec la nature. Il faut avoir à l'esprit que nous approchons du nombre de 7 milliards sur la planète. Pour une population idéale de 500 millions de personnes, que fait-on des 6 milliards et demi restants qui sont indésirables? Les planificateurs ont déjà la solution. Il faut faire disparaître les autres. Comment? Le cinéaste américain Alex Jones décrit le plan d'extermination dans un film Endgame 2007. C'est la dépopulation ciblée de l'humanité. Dans ce film, Alex Jones montre à l'aide de nombreux exemples comment la politique malthusienne d'élimination des pauvres se transformait en darwinisme social avant de se muer en programme d'hygiène raciale et de conservation de l'héritage génétique, ce qui a conduit à une stérilisation de masse de citoyens américains tout au long du XIXe siècle. Jones explique comment la famille Rockefeller a importé en Allemagne la théorie de l'eugénisme en finançant le Kaiser Wilhelm Institute for Medical Research, fondé en 1930 et connu depuis 1948 sous la raison sociale de Max Planck Institute for Medical Research, qui est devenu sous le Troisième Reich un pilier de l'idéologie nationale socialiste. Après l'effondrement de l'État nazi, les Alliés ont pris à leur charge un grand nombre de chefs de file de l'eugénisme allemand et ont sollicité leurs services afin de pouvoir appliquer dans leur pays les connaissances qu'ils avaient acquises dans ce domaine. Dans le film, Alex Jones cède la parole à ces représentants de l'élite qui exigent ouvertement l'abattage d'une grande partie de l'humanité par des génocides ou des épidémies généralisées. Il y ajoute également la mise en garde d'Aldous Huxley qui expliquait que la classe dominante pourrait garantir le maintien de l'humanité en une forme moderne d'esclavage par le progrès dans le domaine médical et pharmaceutique. Alex Jones nomme également des gouvernements qui ont fait des expériences sur leur population avec des virus mortels et des armes biologiques et radiologiques. Il cite l'exemple d'enfants israéliens soumis à des doses radioactives par les services secrets. Il y a eu 6000 morts et beaucoup d'autres sont restés paralysés. Ils évoquent également le National Security Study Memorandum 200, un document stratégique élaboré par Henry Kissinger dans les années 1970 qui explique qu'on doit réduire la population mondiale par des stérilisations, des guerres et des restrictions alimentaires. Vous pensez que personne ne pourrait faire de telles choses? Wolfgang Heger, spécialiste des services secrets, a sa propre opinion. Des archives du Congrès américain gardées secrètes pendant des décennies qui viennent d'être rendues publiques montrent que le docteur Donald MacArthur, le directeur adjoint
du département des recherches au ministère de la Défense américaine a déposé le 9 juin 1969 une demande de financement de 10 millions de dollars. Selon ses déclarations, cet argent devait servir à développer un nouveau virus capable d'anéantir le système immunitaire et d'empêcher toute thérapie. Le budget a été voté et les recherches ont été menées dans un laboratoire de haute sécurité. Les scientifiques les plus qualifiés ont travaillé sur ce projet. Parmi eux, Robert Gallo, un des pionniers de la découverte du virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Le temps imparti aux recherches était de 10 ans. Et 10 ans après sont apparus les premiers cas de sida aux États-Unis. La chaîne de preuves semble sans limite, surtout en ce qui concerne la recombinaison du virus. Les Américains tenaient là la première arme génétique, certes incomplète, car à l'inverse de ses successeurs, elle n'était pas en mesure de viser certaines populations précises ou certains territoires géographiques. Mais revenons à Alex Jones. Dans son documentaire Endgame, il décrit sa vision du nouvel ordre mondial. Après la réduction de l'humanité, il resterait deux types d'hommes, la race des maîtres et les individus grégaires, esclaves. Cette sous-race humaine serait confinée dans des villes surveillées et coupées du monde, la caste des maîtres disposant du reste du monde et vivant dans un paradis terrestre. Elle pourrait même se transformer peu à peu en des êtres humains très développés grâce aux nouvelles technologies. Le nouvel ordre apparaît ici sous un jour beaucoup moins attrayant. Peut-on envisager qu'Alex Jones exagère son propos ou qu'il ait un parti pris très orienté? Est-il impensable de sacrifier une partie de l'humanité pour que l'autre puisse vivre dans un paradis? Qu'en pensez-vous? Le tout est évidemment de savoir de quel côté on se situe, dans le camp des gagnants ou celui des perdants. Comme l'a dit Henry Kissinger, ceux qui survivront auront une vie bien meilleure.